Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis à Vaux-en-Beaujolais, un joli petit village du Beaujolais, plus connu sous le nom de Clochemerle, grâce à Gabriel Chevalier, auteur du fameux roman Clochemerle, traduit dans 23 pays et adapté plusieurs fois au cinéma. Et c'est ici, à Clochemerle, que se sont installés en 2007 Delphine et Romain Barthes. Leur auberge étoilée au sein d'un territoire gastronomique, culturel et viticole contribue aussi à la réputation de Vaux-en-Beaujolais, dit Clochemerle. L'auberge de Clochemerle, c'est d'abord la réussite d'un chef humble et déterminé. Un parcours droit, franc, tenace qui fait décrocher à Romain Barthes son étoile Michelin à l'âge de 32 ans, après avoir appris son métier auprès de Gilles Blandin à l'Épine et de Michel Troisgros à Roanne. Achille, tu prépares 2 amuse-bouches, s'il te plaît. Après un détour par la Suisse, le jeune chef pose ses valises dans le Beaujolais. Il y rencontre des producteurs passionnés qui l'aident à personnaliser sa cuisine. Ils mettent tout ce qu'ils peuvent dans leurs produits et voilà, nous, c'est une source d'inspiration. Et c'est dans son jardin, au-dessus de son auberge familiale, que je retrouve Romain 10 ans après notre première rencontre. Coucou Romain, Coucou Dil. tu aurais pu avoir un jardin de plein pied, Non, plutôt qu'en hauteur. à Clochemerle, c'est comme ça. Ça monte. Ouais. Alors Romain, que s'est-il passé depuis notre dernière rencontre il y a 10 ans 10 ans déjà, 10 ans déjà, une étoile Michelin, une famille fondée, Oui. que de beaux événements, le trophée de la gastronomie aussi, donc Mhm. ça avance. Ouais, tu étais chef espoir. Tout à fait, ouais. Donc tout avance parce qu'il y a beaucoup de travail derrière. Ouais, il y a... et puis il y a une une équipe volonté qui nous suit, voilà, on veut développer notre activité et pour l'instant ça fonctionne. Oui, alors l'activité, c'est la restauration et l'hôtellerie. Les deux liés, ouais. On a 10 chambres, on a un restaurant de 35 personnes maximum. Tu dis Vaux-en-Beaujolais ou Clochemerle, toi? J'aime bien dire Clochemerle, les gens connaissent Clochemerle plus que Vaux-en-Beaujolais. Après sur le GPS c'est plus dur à trouver, mais j'aime bien Clochemerle. C'est important cette activité de jardinier pour le chef que tu es? Oui, ça me permet, j'aime bien venir le matin arroser, de nettoyer, et ça m'oxygène et ça m'ouvre des idées pour la cuisine. Tu fais des expériences? Tu plantes certaines... Ouais, c'est vraiment un jeu, donc on essaye, il y a des fois ça marche pas, mais c'est pas grave. Là c'est vraiment pour se faire plaisir. C'est ton moment d'évasion aussi? Ouais. Et t'aimes gratouiller la terre? Ouais, j'aime bien gratter, tailler, un peu le côté vigneron qui ressort. Mais pour comprendre l'attachement du chef Barthes à son village d'adoption, il faut peut-être revenir à l'époque où Vaux-en-Beaujolais est devenu le décor de l'un des plus célèbres romans burlesques du XXe siècle. David, le lien entre Vaux-en-Beaujolais et Clochemerle est-il purement romanesque? Alors, l'histoire du lien entre vous et Clochemerle, c'est en fait toute une histoire, puisque dans un premier temps, il y a plusieurs villages beaujolais qui s'étaient un petit peu chamaillés pour revendiquer tout à fait la paternité du roman. Et l'auteur, lui, considérait que Clochemerle n'existait pas réellement. Et en fait, effectivement, les personnages ont été créés plutôt à partir de son imagination de sa jeunesse, où il était à Gognon, en Saône-et-Loire. En revanche, on peut dire que Vaux-en-Beaujolais est un peu la silhouette extérieure de Clochemerle, puisque Gabriel Chevalier, un jour, en se promenant dans le Beaujolais, il a vu ce village à flanc de coteau et il s'est mis à le dessiner, puisque Gabriel Chevalier était aussi un peintre et un dessinateur. Et il est tombé un peu sous le charme de la silhouette de ce village. Et ce village s'appelle Clochemerle depuis combien d'années? Depuis 1956. Et combien y a-t-il de Clochemerle en France? Un Un seul, seul. Et c'est ici. dans le Beaujolais. Oui, tout à fait. Le hasard faisant bien les choses, le village de Vaux-en-Beaujolais fait à la fin du XIXe siècle l'objet d'une célèbre querelle de clochers qui se retrouve comme par miracle au centre du roman de Gabriel Chevalier quelques années plus tard. L'intrigue du roman est une pissotière qui était installée ici, à Vaux-en-Beaujolais. Alors, dans les années 1880, le maire a décidé d'installer une pissotière ici, tout près de l'église. Oui. Et ça fait naître une opposition Avec les féroce. hostilités. C'est ça, avec le curé du village de l'époque. Donc le romancier s'en est inspiré. Il ne l'a jamais officiellement reconnu, mais en tout cas, l'histoire est très semblable. Alors là, on s'amuse. Pas sur une pissotière, mais Sur une jardinière Bien. bavarde. bavarde ou parlante. Alors j'appuie? On peut, pour ceux qui n'ont pas lu le roman, c'est l'occasion idéale. Toi, t'as la version anglaise, si tu Oui. veux. Je veux faire construire un urinoir, Tafardel. Cet urinoir a été depuis reconstruit au centre du village, face à une fresque qui raconte la querelle de Clochemerle, devenue célèbre dans le monde entier. Alors, Barthélemy Piéchu, le maire, celui qui décide de construire La l'urinoir, fameuse. la fameuse. pissotière?
Tafardel, l'instituteur, qui soutient le maire dans sa démarche, puisqu'il est laïque et progressiste aussi. La fameuse baronne de Courtebiche, qui représente un peu le clan des conservateurs. Au-dessus, on reconnaît le curé Penos, en train de lire son missel. Et à côté, Justine Putet, la fameuse vieille fille qui trouve scandaleux l'installation de la pissotière. Et voilà, le point de départ de la querelle. Tu as un portable là? Parce qu'on devrait se faire un selfie, parce que je suppose que les touristes, hein, ils y vont là. Tu veux une photo, Odile? Allez, ouais, on se fait la photo. Et on fait comme tout le monde, selfie, coucou. Le Beaujolais, qu'il soit culturel ou viticole, c'est avant tout une histoire d'amour. C'est donc pour rejoindre son épouse sur sa terre natale que Romain s'est installé à Clochemerle. Et depuis, les rôles sont bien répartis, puisque Delphine, fille de vigneron, est devenue la sommelière de l'auberge. Alors, en tant que sommelière, tu t'occupes de la carte des vins Oui, oui. à l'auberge. Oui. Tous les vins de France sont représentés? Tous les vins de France, avec un gros point d'honneur sur le Beaujolais. Ah tiens, région. étonnant. Ma région, ah oui, Ah, c'est ma ta région. Ah, oui. Alors, des Beaujolais, t'as les crus, des Beaujolais village? Tout. Oui. Toute appellation confondue, sur l'appellation Beaujolais, Beaujolais village et les crus. Mhm. Et comment tu sélectionnes les vignerons? En dégustation. Et puis après, par rapport à son travail qu'il effectue en vigne, par rapport au vin que je peux apprécier, qui peut correspondre aussi avec la cuisine de Romain. Et donc là, tu as choisi Nicolas? Oui, Nicolas. C'est une personne que j'apprécie par la personne et par ses vins. Ces vins qui sont d'une grande finesse, d'une grande pureté. Et que pour moi, qui est vraiment l'avenir de notre région. C'est pas évident, Nicolas, de travailler avec une telle pente. Bonjour. Bonjour. Non, pas trop. Ouais, il faut être bien musclé. Attention, T'as combien d'hectares? 10. Mais c'est pas tout sur Marchand, il y en a un petit peu en Morgon, un petit peu en Régnier, là où les vignes sont beaucoup plus plates. Et j'ai un tout petit peu de bruit, où là c'est pareil qu'ici, c'est très en pente. Ils sont plantés sur quel terrain, là? Donc nous on est sur, c'est des sols essentiellement granitiques en Beaujolais. Le secteur où on est ici, c'est sablo-limoneux. Et plus on va aller en descendant, plus ça sera limoneux sableux en fait, l'inverse. Et après la particularité, c'est vraiment qu'on arrive en haut où il n'y a presque plus de sol en fait. On travaille sur 20 cm, 25 cm à des endroits. À des endroits, il n'y en a même plus du tout. C'est la roche qui sort. Et donc c'est ça qui va donner en fait un côté très minéral en fait, très fin dans les vins. C'est ce que t'aimes, qui va bien avec la cuisine de Romain. Voilà, ouais, c'est... Donc c'est des vins vraiment de caractère spécifique ici. Voilà, ouais. Hein, entre le sol, déjà il y a le sol, il y a l'altitude. et le vigneron. Le vigneron, il y a l'environnement aussi qui fait qu'on est entouré de bois, de prés et tout ça, qui rafraîchit aussi le milieu. Exactement. La nuit, c'est surtout l'été, la nuit, on voit vraiment la différence. Et en fait, on a des maturités qui vont prendre beaucoup plus de temps, mais au final, on garde une acidité naturelle dans les vins qui fait que c'est ce qui va donner le côté buvable en fait et qui va tenir les vins dans le temps et avec la cuisine aussi et tout ça. Delphine, est-ce que tu trouves que les vignerons du Beaujolais tirent vers la qualité maintenant et que le Beaujolais est meilleur? On peut voir l'évolution, ça fait 11 ans qu'on est installé. En 11 ans, vraiment une qualité des vins du Beaujolais, des Beaujolais en général, et vraiment un travail des vignerons. Ça vient de quoi, cette recherche de la qualité? Il y a eu beaucoup d'ouverture d'esprit, de regarder ce qui se fait ailleurs, même au niveau des vinifications, avec beaucoup moins d'intrants en fait, dans les vins, qui va faire que les vins vont plus ressembler à autre chose, mais vont bien ressembler au Beaujolais et d'où ils sortent, et c'est ça qui est important. Je pense qu'avant, les vignerons avaient un peu peur, ils disaient on fait que du Beaujolais, et maintenant nous on dit on fait du Beaujolais, et on est fiers de le faire. Donc, en utilisant le goût qu'il a ici, après c'est son comme goût. il est. Voilà, comme il est, Il on est va comme pas ça. inventer autre Et chose. on le prend donc, comme il est. voilà, Et on le exactement. déguste avec modération comme il est. Voilà, ouais. La qualité et l'engagement dans le travail demeurent les marques de fabrique des producteurs du Beaujolais. Ainsi, à Rivollet, Julien et son épouse sont de véritables chercheurs de trésors culinaires. Et c'est dans l'univers bucolique de leur jardin qu'ils ramassent quelques-unes des saveurs qui font le bonheur des assiettes de Romain. Une histoire de partage d'expériences empreinte de curiosité et de sincérité. Romain, c'est depuis le départ? Depuis De le départ, l'auberge, ouais. travailler Mes avec beaux-parents Julien. connaissaient Delphine et Julien, et nous, dans une quête d'excellence et de produits, voilà, on voulait des infusions de qualité, donc on s'est rencontrés, puis ça a tout de suite matché. Et puis elle m'a proposé aussi des fleurs et des plantes fraîches pour ma cuisine, donc voilà, ça m'a beaucoup intéressé.
qu'est-ce qu'on peut ramasser? Eh bien, Des orties. les orties. Les les c'est orties, très génial. très bon. Ouais, très Pour très la bon, santé, les orties. hein. Oui, c'est plein de minéraux. C'est plein de vitamine B, vitamine C. Alors là, tu prends les pointes, non? Alors, nous, quand on les ramasse, on prend que les têtes. Voilà, c'est ça. Voilà. J'ai les pointes, mais c'est ça. Ouais, que les têtes, les 4 premières feuilles. Voilà, parce qu'après, c'est trop fibreux, donc c'est pas intéressant. Et Mais- on l'a fait sécher aussi pour les tisanes. Oui, et on peut les cuisiner Oui. fraîches. Ouais. Donne une petite Une bonne recette. soupe d'ortie. Une c'est soupe d'ortie, c'est très délicieux. simple à faire. Ouais, blanchi comme des épinards. Comme des épinards, et très puis, rapidement. voilà, et puis mixé. Refroidi mixes. et mixé. Ouais. Tu mets un peu de crème ou un petit fromage Ouais, dedans. ouais, des petits fromages de chèvre, Ouais. ça marche. Si vous êtes joueur, je peux vous en faire manger tout de suite. Il n'y a aucun problème. Allez, c'est parti. sans Il problème. faut être joueur, un peu aventurier quand même. Hein. Donc en fait, les petites capsules qui piquent là, les petites Ça, capsules qui est irritant. urticantes, elles sont Ouais. surtout dessous. Il y en a un peu dessus, mais très peu. Je la roule à l'envers, comme ça. Je la roule à l'envers, je la frotte dans ma main. Et ça, Et là, on est et ça tranquille. casse. Et là, on est tranquille. Voilà. Je vous le fais avant parce que. quand Non, même, mais ne t'inquiète Allez. pas. voilà. Nous Mais sommes après, je peux vous la découragés. rouler si vous avez un. Oui, L'ortie, c'est l'affaire de Julien, le mari de Delphine. Cette plante sauvage n'est plus seulement considérée comme la mauvaise herbe qui pique, c'est aussi une culture utile et bienfaisante qui ravit les amateurs de bio. Au jardin, elle sert à fabriquer le fameux purin d'ortie et à éradiquer les nuisibles de façon naturelle. Elle est aussi utilisée comme remède de bien-être. Ça bonbon en plus. Donc là, c'est quoi? C'est tilleul, ça? Oui, ça c'est du tilleul. Donc quand les feuilles elles sont jeunes comme ça, très très jeunes et toutes douces, et ben on peut les mettre en salade. Ah oui, Il faut les couper. Bah non, mais tu vois la façon. C'est très On enrichissant. apprend des choses. Ouais, c'est ce qui est intéressant. C'est cette manière de vivre en gros qui nous plaît vraiment avec Delphine et Julien. C'est voilà, ils sortent de leur maison et tout ce qu'ils trouvent autour de chez eux, c'est intéressant. Et nous, ça. C'est Voilà, à portée de c'est- main tu- et à portée de cœur, Voilà. hein, parce qu'il y a une véritable harmonie entre vous deux, la nature Oui, oui, sans et doute. votre travail. Bah oui, on est là tout le temps. On habite ce lieu. On habite ce lieu et ce lieu est en nous. Et puis, moi j'ai une grande affinité avec le végétal. Voilà. Avec l'animal aussi, mais le végétal, ça me fait vibrer. Quoi. Voilà. Ça se ressent. Mais oui, Ah, et ouais, c'est ouais. pour ça qu'ils ont des produits extraordinaires. Voilà, ils mettent tout ce qu'ils peuvent dans leurs produits et forcément le client il le ressent. Voilà, nous, c'est une source d'inspiration. Alors voici le bépine. Oui, c'est Alors, ça, sent c'est le très bépine. bon, le miel, mais c'est si allergisant. Si allergisant. Heureusement que je suis pas allergique moi ici. Oui, hein. Donc là, nous on ramasse les petits bouquets et on les fait sécher pour faire de la tisane. Pour faire de la tisane. En ce moment, il y en a dans le séchoir. Donc c'est un petit goût. En fait, c'est pas tellement au niveau du goût que c'est intéressant, c'est pour Le l'infusion. Et tu la mets nature ou tu la Nature tu ou la- en mélange. Ouais, en Ouais, mélange. ou en mélange. D'accord. Nourri des affinités sensorielles et amicales avec l'ensemble de ses producteurs, le chef, Top Blanchionnaise, met en scène et en assiette ses créations. Une base saisonnière pour une carte sobre et goûteuse que l'on découvre au quotidien dans un décor épuré. Sur la partition culinaire du jour, de la fraîcheur printanière pour une viande finement préparée. Romain, Odile. qu'est-ce que tu vas nous faire comme recette? Suprême de pigeon de la maison Voraz avec des légumes printaniers et un blé vert légèrement fumé. Alors, première étape. Eh ben, tu vas commencer, parce que tu vas m'aider, hein, Oui. commencer à faire les asperges. Ah, je pensais que tu allais me dire épluche l'échalote. Oh, pour je ne vais pas te pleurer. faire pleurer aujourd'hui. D'accord, donc tu feras. Et Non, moi, je je vais vais te saler mettre l'eau pour la cuisson de tous les légumes verts. Alors, raconte-moi un peu ton parcours de chef. Alors moi, j'ai commencé, j'ai fait mon apprentissage aux armes de Champagne chez un meilleur ouvrier de France, Gilles Blandin. Et après, je suis parti directement chez Trois Gros à Roanne. Alors, chef Pierre, c'est un homme fabuleux. Ouais, franchement, comme un grand-père, quoi. Je le considère comme un grand-père. Puis moi, c'est ce que je cherchais, voilà, une cuisine un peu innovante, mais dans une maison familiale, voilà. Donc on a plongé les petits pois dans l'eau salée. On va les garder croquants, hein, donc en cuisson assez rapide. 2 minutes là. Voilà, Et tout de suite, bien on les refroidi. replonge Voilà. dans de l'eau glacée. Pour Après, saisir la couleur. on et la va texture. cuire les asperges dans la même eau. On peut garder la même eau. Là, ça sera un peu plus longtemps. Tu fais une cuisine de saison. Hein. Oui, Il n'y a pas de principalement. carte ici. Non,
que des menus surprises. Voilà, les fournisseurs nous amènent les produits, on les sélectionne et puis voilà, en fonction des intolérances, des allergies, on compose le menu vraiment quand le client est à table. Bon alors, tu as fait quoi là? Tu as versé le blé dans la casserole. Et on va porter à ébullition et on va cuire 10 minutes à partir de l'ébullition. Donc là, on va préparer les échalotes ciselées. Comment définis-tu ta cuisine? J'aime bien dire simple, mais après, les clients ils nous disent « mais non, c'est pas simple ». Donc, mais voilà, je centre sur le produit, j'ai 2-3 éléments. Et puis après, une petite touche, généralement, soit étrangère, soit un peu originale pour... Touche japonaise. J'aime bien, c'est vrai que j'aime bien. Bon, je vais pas éviter ça. Non, non, non. La prochaine fois, tu me préviens. Je surveille si tu fais bien. On va passer au pois gourmand. Donc ça sera juste, c'est cru et on le fera juste revenir dans de l'huile d'olive. Tu fais des assiettes, toi, je trouve, avec des... C'est fin, c'est minutieux, c'est tout des délicat. Des fois, on dit une cuisine féminine, alors je sais pas. Allez, on va démarrer la cuisson du pigeon. Donc la cuisse, on la met à confire dans de l'huile d'olive à environ 70-80 degrés. Et le filet, on va le poêler à l'huile d'olive aussi. Donc on va vérifier la coloration. Voilà, on va le retourner. Tu vas pouvoir me passer le beurre. On va mettre une noisette et puis on va arroser le filet de pigeon. Donc là, le pigeon a reposé et là, on va le laquer avec le miso et le jus de veau qui a été réduit. Dessus, on ajoute les épices za'atar, donc c'est sésame, thym et sumac. Donc là, la cuisse a été confite, donc même principe. Voilà. Là, c'est juste un aller-retour pour faire colorer la peau. Et pareil, on va laquer avec le miso. On va mettre le blé et les légumes verts au fond de l'assiette. On va poser notre pigeon par-dessus. Nos pointes d'asperges. Et les herbes du jardin. Donc là, on a la pimprenelle. Et là, on a de la menthe des serres. Et le jus qui va avec. Ça va? Fondamental, une bonne sauce. Oui, oui, c'est important. Surtout là, avec des légumes croquants, frais. Comme ça, voilà. oui, exactement. Tu peux goûter, hein? C'est vrai? Je crois qu'on a pas mal réussi notre recette. C'est élégant, c'est fin, t'as du goût, t'as de la texture. Et les gars, c'est vachement bon. Hein. Minéralité, matière et couleur. Les assiettes de Romain Barthes ressemblent à des œuvres contemporaines dans lesquelles épices et agrumes composent la palette d'un mariage heureux entre modernité et terroir. La simplicité rejoint l'excellence. Pour saisir toute la finesse et le niveau d'élaboration de la cuisine de Romain Barthes, il faut le suivre au pourtour du Beaujolais dans le secret des ateliers de fabrication de ses producteurs. Comme ici, dans cette huilerie où sont sélectionnés les meilleures épices et vinaigres du monde. Une ressource idéale pour un chef toujours en quête de nouvelles saveurs. On a un vinaigre de date. Oui. Alors là, c'est pour apporter un sucre naturel. C'est un vin de date transformé en vinaigre et on rajoute un jus de date frais à l'intérieur. Ça, c'est très doux. Ah, j'aime bien. Et voilà. Et ça change complètement. On est trop habitué à ces balsamiques, four, sucré, machin, recuit. Là, on est trois vraiment fois. sur le fruit. Là, on est vraiment sur le fruit. Moi, comme ça, là, ce qui me vient, c'est plus en pâtisserie. Alors oui, il y en a beaucoup qui l'utilisent en pâtisserie. Ça m'intéresserait avec les glaces, avec les biscuits. Ouais. Avec, Alors légèrement réduit, pas trop, ouais. parce qu'on va être trop sur le sucre, Ouais. mais ça marche bien. D'accord. Moi, je vais lui apporter un travail qu'il ne pourra pas faire dans sa cuisine. Là, pour le vinaigre de date, il faut 8 mois de travail. Pour le vinaigre de miel, il faut 3 ans. On les monte en altitude pour une concentration naturelle. Il y a tout un travail méthodique qui fait une qualité de produit. Ça, c'est le timut que j'ai sélectionné.
Ça, j'adore. Donc avec même un nez mangue, un nez citron. Ouais. Je le mets avec le pamplemousse en ce moment, ça marche super. Ouais, c'est ça, c'est un poivre qui marche très bien avec le pamplemousse. À chaque rencontre, il y a quelque chose de nouveau, il y a une présentation, et après on repart, et puis en cuisine ça me refait réfléchir, et puis je reviens et je dis il me faut ça et ça. Après, quelque chose de plus rare. Alors là, c'est pareil, c'est du sapin. Oh. Ouais. D'accord. En fait, c'est des jeunes pousses de sapin qui s'appellent un sapin baumier. On le trouve au Canada et c'est que les jeunes pousses. Ça garde la fraîcheur, on a l'impression que c'est des bourgeons encore. Exactement. C'est pour ça qu'on vit, parce que ça, c'est vraiment la générosité, c'est le partage. Et moi, mon premier métier, c'est d'être fabricant d'huile. Mais à force d'être au contact avec ces chefs qui me disent « Tiens, dans tes voyages, t'as pas trouvé quelque chose, t'as pas rencontré une personne », et ben voilà, j'ai rencontré mon importateur qui a 40 ans derrière lui d'épices, qui en sélectionne 400. Moi, j'en ai pris 80. Et je peux justement les proposer aux plus grands chefs, dont Romain. Ah, voici notre vigneron guide. Bonjour à tous, bienvenue Odile en terre beaujolaise, pleine de lumière aujourd'hui. Ouais, ça va être super. Alors on part par où là? On va partir par là et se diriger dans les collines pour vraiment Il y en a partout des collines toucher le terroir. Des collines avec des vignes. Il faut de bonnes jambes et de bons mollets pour les arpenter, on va le vérifier ensemble. Tout va bien. Allez, on y va. On est parti. Direction les vignes en culture biodynamique comme dernière destination à notre balade dans le Beaujolais. Mais cette fois-ci pour une immersion à vocation touristique. Une façon de rappeler aux visiteurs de l'auberge de Clochemerle toute la valeur ajoutée d'un environnement typique et authentique. Donc on peut, et c'est pour ça que j'aime bien ce lieu et le faire découvrir, on peut bien comprendre et voir le Beaujolais avec sur le flanc est la plaine de la Saône et sur le flanc ouest les monts du Beaujolais avec des altitudes maximum d'à peu près 800 mètres et on voit bien que clairement la culture de la vigne s'arrête aux alentours au même niveau 400-450 mètres. Allez, on continue? On est parti dans la côte parce qu'ici ça monte, on est dans les coteaux, on est au pays du gamay noir, du gamay noir qui pousse autour de nous. On est au pays du granit et c'est cette magnifique alchimie gamay-granit qui va nous donner de jolis vins rouges. Le bon nectar. Cette famille Beaujolais Village, absolument. Alors, quel est le ressenti des clients quand ils reviennent de la balade? Qu'est-ce qu'ils ont appris? Déjà, c'est découvrir une région, la richesse des terroirs. C'est un moment avec Jean-Luc pour faire découvrir les fleurs, la vigne, son environnement. On offre autre chose à nos clients, en plus d'un repas gastronomique. Voilà, on fait une découverte, vraiment une immersion du pays. Voilà. Alors, là, tu me montres ça. J'ai aperçu quelques petites abeilles qui se baladaient. En voilà une par là. Donc il y a des insectes. Donc là, on est sur un terrain bio. On est sur un terrain qui vit. De nombreux efforts ont été faits depuis une vingtaine d'années dans le Beaujolais. Aujourd'hui, on récolte le fruit de ces efforts-là avec un milieu vivant. C'est comme ça qu'est née l'idée, parce qu'il faut faire partager ça. Ouais. De faire partager. Ça te tient à cœur, hein? Ça me tient à cœur, oui, absolument. S'il y a une chose qu'on peut revendiquer, c'est clairement ça. Des valeurs fondamentales qui fédèrent les producteurs de ce territoire. Une occasion de plus pour les habitués du pique-nique final de partager les expériences et de faire découvrir les saveurs locales, comme les fromages de chèvre de Christophe Geoffrey. Alors ces fromages, ils sont fabriqués à la ferme. Oui. Ce sont des fromages au lait cru. Oui, tout à fait, oui. Ouais, et la ferme, elle est où? Elle est où ta ferme? L'exploitation se situe à Saint-Cyr-le-Château, donc dans les Je vois monts. d'ici ou non? Non, c'est derrière les collines. Voilà, une altitude de presque 700 mètres où la vigne ne s'adapte pas à cette plus altitude. difficilement, sauf quand c'est toi qui la cultive. Même moi. Même toi. Donc l'exploitation est consacrée à l'élevage et notamment l'élevage de chèvres s'y prête bien. Quelle race de chèvre? Donc c'est des alpines. Voilà. Et tu fais alors des fromages de chèvre, tu fais des faisselles aussi? Oui, de la faisselle, essentiellement voilà, le fromage Petit Saint-Cyr. Voilà. Et tu as un troupeau de combien? Environ 100 chèvres. D'accord, et ça te suffit pour vivre? Oui, oui. D'accord, tu fais les marchés donc ou... Oui, alors je fais de la vente à la ferme, je fournis aussi différents commerces et restaurants de la région. Eh oui, comme l'auberge de Clochemerle. Exactement. Tu les mets au plateau ou tu les travailles? Et puis on en mange aussi. Hein. Ben, t'as bien raison.
Merci à tous. On va se régaler. On va bien penser à vous. Hein, santé à tous. Et à très très vite. Ciao. Santé. Et on passe à table. On a mérité. C'est bon, je peux y aller? Gabriel Chevalier, et dont la traduction, là c'est pas la traduction, c'est pas ça. Tu crois que je vais mettre mes... Je peux mettre... Non, mais je fais ça, il n'y a pas de problème, je vais faire. Et puis, je vais finir... C'était voilà. Un autre fois.